Aujourd'hui, on estime que l'empreinte carbone moyenne de l'épargne d'un Français, c'est 11 tonnes de CO2 par an. Alors ça parle pas forcément à tout le monde, 11 tonnes, mais en fait c'est plus que l'empreinte carbone de notre consommation annuelle qui est estimée à 9 tonnes. Donc c'est énorme en fait. C'est l'équivalent de 10 vols aller-retour Paris-New York en avion. Donc voilà, et ça c'est pour 25 000 euros d'épargne financière, ce qui est après la moyenne de ce que les Français détiennent aujourd'hui. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent? Tout simplement. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Salut à toutes et à tous, ici le Fab du montage. Je tenais à préciser avant le début de cet épisode qu'il n'est pas du tout sponsorisé par Goodvest. Je sais que ça peut faire étrange, mais en fait j'ai découvert Goodvest en les démarchant commercialement. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Donc il y aura peut-être à un moment donné une opération commerciale qui arrivera par la suite. Mais en tout cas, cet épisode qu'on a fait ensemble avec Joseph n'est pas du tout sponsorisé, n'est pas du tout dans une démarche de sponsoring. Voilà, je souhaitais vous le préciser avant de démarrer, comme ça au moins c'est clair entre nous. Mais à l'aise, ouais, mets-toi à l'aise. Souvent les gens ils se mettent à l'aise. Tu vois, je suis chez moi, donc en fait je suis en chaussettes. Alors les gens ils se disent, je peux enlever mes chaussures si tu veux. Il n'y a pas de problème. On est donc avec Joseph. Salut Joseph. Salut Fabrice, comment ça va? Ça va et toi? Très bien, la forme. Merci de me demander comment ça va. Souvent, c'est normal, on fait connaissance depuis 10 minutes. Donc Exactement. Joseph, tu es le cofondateur de cette boîte qui s'appelle Goodvest, qui est créée depuis 3 ans, c'est ça maintenant? Alors, Attends. je travaille sur le projet depuis 2 ans et demi, on a créé la société il y a exactement 2 ans et on a lancé le service il y a exactement 1 an. Ok. Votre pitch, en gros, c'est on va prendre votre argent, on va faire en sorte de l'investir de la façon la plus verte possible. C'est ça un peu, la plus responsable possible? Exactement. En fait, on l'ignore, mais notre épargne, elle travaille pas dans un coffre qui est de manière assez magique rémunérée. Elle est investie dans des entreprises, que ce soit via des actions ou des obligations, peu importe. Et du coup, elle finance pas forcément les activités qui correspondent à nos valeurs. Et du coup, notre épargne pollue indirectement. Et beaucoup, surtout si elle est investie dans les énergies fossiles, ce qui est très souvent le cas. Et donc chez Goodvest, on a construit une solution d'investissement pour investir son épargne de manière engagée pour l'environnement, avec du coup la possibilité d'aligner son épargne avec ses valeurs et avec des critères assez précis dont on pourra parler plus tard, mais par exemple aligner sur l'accord de Paris en excluant entièrement les énergies fossiles. Et on permet à nos clients de choisir leur thème d'investissement pour avoir une épargne qui matche à la fois leur projet d'investissement, leur projet de vie, mais aussi leurs valeurs, ce qui est très important de plus en plus aujourd'hui. On sent que tu as fait ton pitch des centaines de fois, quoi. Oui, et ce qui est impressionnant, c'est qu'il évolue en permanence. Oui, tu le fais grandir. Ce sera, je pense, à peu près jamais le même. Ok. Ça dépend de l'ambiance, de plein de choses. Ici, c'est tranquille. Voilà. J'imagine que si tu vas chercher des investissements auprès des VC ou je sais pas quoi, c'est pas forcément le Là, même ce sera truc. plus toujours le même, effectivement. Oui. Voilà. Et puis, tu vas donner plus de chiffres, etc. Merci beaucoup en tout cas de venir parler d'histoire d'argent. Moi, ça m'intéressait de savoir un petit peu comment, dans quel état d'esprit t'étais dans ton rapport à l'argent, dans ton rapport personnel à l'argent, qui a fini par t'amener à créer Goodvest. J'imagine qu'il y a un moment donné où c'est totalement corrélé. En tout cas, j'espère. C'est quand même vachement mieux de créer une boîte qui soit avec. En plus, c'est une entreprise à mission, hein, si j'ai vu là. Exactement. Vous êtes une boîte à mission, donc vraiment l'entreprise à mission, c'est un statut particulier pour les gens qui connaissent pas. J'imagine que t'as aussi toi derrière des valeurs personnelles, et ça m'intéressait. Donc merci beaucoup de venir raconter un peu ton rapport à l'argent. Je pose 2 questions en fait à mes invités au tout début. La première question, c'est en fait, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque toi au premier abord? Énormément de choses, c'est difficile de répondre à cette question. L'argent, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un moyen. Ce qui compte vraiment, c'est ce que t'en fais, et donc voilà, où tu le places, pour faire quoi, avec qui, quand. Donc c'est une question très très large. Oui, l'argent, c'est
c'est pour se donner les moyens de réaliser ces projets, je pense. C'est aussi une question de sécurité. Aujourd'hui, on peut pas faire grand chose sans dépenser le moindre euro. Et donc, en fait, c'est très très lié à la vie. Ok. Et l'autre question que je me pose un peu, c'est, mais ouais, donc, en fait, je me dis, si tu vois un moyen et une forme de sécurité, ça veut dire que pour toi, c'est un peu ce que tu projettes dessus, quoi. C'est important pour toi enfin, c'est ce que tu vois derrière. Tu vois de la sécurité, quoi. Alors, je pense que ça, c'est une sorte de pyramide, en fait. Et il y a le premier étage qui va être effectivement la sécurité, de pouvoir se loger, manger, boire, et après les dépenses plus quotidiennes, loisirs. Après la possibilité, par exemple, de voyager, de construire une famille, donc d'acheter un appart, par exemple. Et donc un des premiers étages, ça va être la sécurité. D'accord, ok. T'as conscience d'où ça te vient, ce truc de sécurité ? Non, mais je pense que tout le monde l'a en quelque sorte. On l'a beaucoup en France parce qu'en fait, quand on parle d'investissement, on dit souvent que les Français sont assez prudents. Ouais. Et donc, je pense que c'est assez lié à ça. C'est quand on parle de sécurité, on parle d'épargne de précaution. On a une certaine éducation en fait qui est liée à la sécurité. Par exemple, les livrets sont garantis. Bon, ils rapportent très peu, moins que l'inflation, mais ils sont garantis, donc c'est la sécurité. Pareil pour les fonds en euros des assurances vie. Et il y a beaucoup de produits qui sont et puis l'argent en fait, ça nous permet de vivre en fait. Hein, donc je pense que c'est ça qui est lié à la sécurité. Mais alors, est-ce que pour toi c'est lié à une forme de sécurité, d'envie des Français d'être prudents, ou alors c'est parce qu'en fait il y a aussi un manque d'éducation claire en fait comment tu peux faire fructifier ton argent, comment tu le perçois toi? Alors les deux. Ouais. De toute façon, faut toujours un peu de sécurité. Nous, par exemple, quand nos conseillers voient des clients qui disent voilà, moi je veux placer 10 000 euros sur votre assurance vie, ils vont leur demander ok d'accord, mais t'as combien d'épargne disponible? Parce que si t'as 10 000 euros d'épargne disponible, on va te dire non. En fait, tu places pas 10 000. Tu gardes un petit peu d'abord sur un livret pour avoir de l'épargne de précaution qui va être disponible si jamais tu as le moindre pépin, parce que tu vas pas aller ponctionner ton assurance vie qui sert à financer un projet à la moindre dépense imprévue qui peut arriver toutes les semaines ou tous les mois. Et donc il y a besoin de sécurité. Donc c'est pas problématique d'aller chercher de la sécurité. Après, ce qui va être problématique et ce qui est le cas en France quand on dit que les Français aiment pas prendre de risques, c'est d'aller chercher trop de sécurité. Donc par exemple, si on a 30 mois de dépenses sur son livret, sur son assurance vie fonds en euros, ça pose problème. Ça veut dire qu'en fait on perd beaucoup de pouvoir d'achat, on perd beaucoup d'argent et donc beaucoup de pouvoir d'achat et surtout en cette période d'inflation où on ne préserve pas son capital en fait. OK. Et pour toi l'objectif c'est d'essayer de trouver une balance, c'est ça entre les deux ? Exactement, il faut commencer par construire une épargne de précaution. Et après, il faut aller chercher à préserver son capital sur le long terme pour financer ces projets qui peuvent être très lointains. Ok. L'autre question que je pose à tous mes invités, c'est c'est quoi ton premier souvenir lié à l'argent ? Souvenir d'enfance ? Bon, alors je pense que ça doit être, par exemple, quand je suis allé à un marché alimentaire avec mon père ou avec ma mère et que je faisais les courses et qui me disait tiens 10 euros, prends les fruits ou les légumes qui te font plaisir, des choses. Je pense que ça fait partie des premiers souvenirs. Je me souviens qu'il y avait un monsieur au marché que j'aimais bien. Tu t'achetais des fruits et des légumes quand t'étais gamin? Tu t'achetais pas des bons becs ou des bonbons? Écoute, moi j'ai jamais trop aimé les bonbons. Okay. Mais oui, je sais même pas s'il y en avait au marché. C'était un marché assez orienté fruits, légumes, poissons. Okay. Je pense pas qu'il y avait tellement de confiserie. Et donc voilà, j'allais voir le marchand que j'aimais bien et je donnais les pièces, je donnais le billet, il me rendait les pièces et voilà quoi. Je pense que c'est le premier souvenir. Ok. Et de ce fait-là, avec ces pièces, tu faisais quoi? Tu les gardais pour toi? Je m'en souviens plus. Ouais, je sais plus. Ce que tu faisais avec je sais pas quel contrat il y avait avec mon père, avec ma mère. Si je devais rendre ce que je sais plus du tout. C'était il y a très longtemps. Il fallait rendre la monnaie. T'as quel âge au fait? Je sais pas. Là, j'ai 25 ans. Ok, d'accord. Je me demandais un peu, en fait, qu'est-ce que font tes parents? Qu'est-ce que faisaient tes parents dans la vie quand t'étais plus jeune? Alors, quand j'étais plus jeune, ma mère était en congé maternité. Ok. Donc, elle a arrêté de travailler pendant 5-6 ans parce que du coup, j'ai un petit frère et une petite sœur. On est 3 dans la famille. Donc, elle a arrêté de travailler pendant cette période-là. Avant, elle était ingénieure dans les télécoms et ensuite, elle s'est reconvertie en professeure de mathématiques. Ok. Collège-lycée. Et mon père a toujours été dans le domaine de la finance. Et de l'investissement plus précisément,
où il a commencé au Crédit Lyonnais en tant que stagiaire. Il a fini à un poste assez élevé au Crédit Lyonnais. Et ensuite, il a créé... quand le Crédit Lyonnais a été racheté par le Crédit Agricole, souvent quand ça arrive, ils font sauter quelques grosses têtes. Ouais. Donc il a été viré à ce moment-là. Il a travaillé pendant 2 ans sur un projet qui va devenir en fait sa future boîte, qui était liée à la diversification maximale. Et le projet c'était une sorte d'incubation joint venture avec Lehman Brothers. 2 ans avant la crise de 2008. Voilà. 2 ans avant 2008, ouais. Donc 2008, Lehman Brothers fait faillite. Alors c'était pas à cause de lui, c'était la version américaine qui a fait faillite, mais ça a impacté également la branche française. Et il a racheté à Lehman Brothers le département français dans lequel il travaillait. Et il a transformé en sa société qui s'appelle Tobam. Qui est du coup une société de gestion qui s'adresse principalement aux institutionnels, donc aux États ou aux grandes entreprises, principalement à l'étranger, surtout Amérique du Nord. Et donc ça fait maintenant 15 ans, quoi. D'accord. Donc t'as grandi avec un papa qui a bossé dans la finance. Exactement, voilà. Donc qui avait le nez dans l'argent. Voilà, exactement. Ouais. Ok. Je me demandais à quel point, avec le recul, tu vois, t'as la sensation que ça t'a changé le rapport à l'argent. Alors, on n'en parlait pas vraiment. Enfin, mon père parlait pas énormément de boulot jusqu'à que je m'y intéresse, je pense, et que je commence à poser des questions. Donc, je pense que j'ai un rapport assez classique à l'argent jusqu'à un certain âge. Mon père était forcément pas mal à l'étranger. Quand j'étais jeune, il avait beaucoup de déplacements pro, et donc j'étais peut-être plus proche de ma mère jusqu'à un certain âge. Et ma mère ne s'est jamais occupée des questions d'argent. Comme ça peut être le cas malheureusement dans de nombreux foyers. Ce qui fait que du coup aujourd'hui il y a des écarts, par exemple. Chez nous, chez Goodvest, on a 70% des clients qui sont des hommes. Parce que c'est voilà, souvent dans les foyers, encore aujourd'hui, c'est moins le cas pour les générations les plus jeunes, mais c'est souvent le père, l'homme qui s'occupe des questions financières. Donc pas vraiment de rapport à l'argent jusqu'à cet âge-là. Et après, quand je commençais à avoir de l'argent de poche, ensuite je suis parti étudier en Suisse, à l'EHL, l'école hôtelière de Lausanne. Et là, du coup, voilà, j'avais un peu d'argent de poche, je devais me gérer financièrement. Et donc c'est là que j'ai commencé, je pense, à avoir un rapport avec l'argent où voilà, il faut pas tout dépenser, il faut mettre un petit peu de côté, voilà, assez classique là-dessus. Mais en fait, t'as pas la sensation que, en fait, le fait que ton père travaille dans l'argent, tu vois, je me demandais à quel point ça t'avait impacté, parce que finalement, j'imagine que quand tu travailles dans les finances, il y a aussi un côté, c'est dans ta vie de tous les jours, et ça fait partie ça fait partie de ton existence, quoi. Voilà, je me demandais s'il y avait eu un impact particulier à un moment donné. Alors, je pense que vu que je savais que mon père travaille dans l'investissement, j'ai commencé à investir assez tôt. J'ai acheté ma première action à 18 ans, je pense. Ah ouais. Donc j'ai commencé tôt. Alors pas vraiment parce qu'il m'a dit de le faire. C'était plus de la curiosité. Je me suis toujours beaucoup intéressé à l'économie, etc. Et donc c'est pour ça que je pense que j'ai acheté ma première action à 18 ans. Ok, c'est une façon aussi peut-être de nouer un lien sur ce terrain-là avec lui, ou? Je pense pas. Je pense que j'ai eu, comme pas mal de jeunes pendant quelques années, tu vois, la volonté de faire exactement le contraire de ce que fait ton père. Tu vois, j'ai pas fait des études dans la finance. D'où l'hôtellerie. Exactement. Okay. Voilà, chose qu'il désapprouvait complètement au début, puis finalement, il s'y est fait. Et puis après, il m'a encouragé. Et après, c'était même le contraire. Après l'EHL, j'ai fait le master XHEC entrepreneur. Et voilà, quand j'ai commencé par un premier projet dans l'entrepreneuriat qui était lié à l'hôtellerie, quand je lui ai dit, voilà, au bout de 6 mois, voilà, j'ai ce projet en tête et c'est dans l'investissement, il m'a dit, ah non, mais voilà, t'as fait l'EHL, il faut capitaliser là-dessus, il faut que tu crées un projet dans l'hôtellerie, la restauration, voilà. Ah ouais, ok. Il avait changé. Donc, voilà, il a complètement changé d'idée. Donc finalement, j'ai à peu près fait toujours le contraire de ce qu'il voulait. Mais à la fin, on est arrivé au même chemin, on va dire. Ok. Vous finissez par vous retrouver. Je me demandais aussi comment tu finis par te rendre compte qu'en fait une boîte comme Goodvest serait intéressante, et quel a été le cheminement en fait pour toi? Vous êtes deux, c'est ça? On est deux associés. Vous êtes deux associés? Alors je suis à l'origine de l'idée, et après mon cofondateur m'a rejoint quelques mois après, quand on a incorporé la société. Donc pendant le master, j'ai travaillé sur 3-4 projets différents qui étaient toujours en lien avec l'environnement. Je pense qu'il y a eu
et ça a été renforcé, je pense, avec le Covid aussi. Moi, j'ai commencé le master en septembre, c'était donc 5 mois avant le début du Covid. Le premier projet, c'était un projet qui, en fait, quand on va dans un hôtel, il y a des petites bouteilles échantillons de gel douche shampoing. Ouais. C'est un énorme gâchis. Parfois, il y a de l'après-shampoing, crème, etc. et tout. Tu peux te retrouver rapidement avec 3-4 crèmes différentes. Et ces petits déchets, ça fait 26 milliards de bouteilles en plastique par an. Waouh. Ouais, ça va vite, hein. Bah oui, tu m'étonnes. Donc c'est un énorme gaspillage qui sert vraiment à rien. Tu pourrais très bien faire autrement. Donc l'idée qu'on avait eue, c'était de faire du vrac. Parce qu'en plus, ça fait assez bas de gamme, ces petites bouteilles. Ouais. Tu pourrais me faire des belles bouteilles, design, en verre, en métal, voilà, en verre, faudrait qu'elles soient attachées pour que ce soit sécurisé, et donc c'était ça l'idée qu'on avait, ça s'appelait Bulk, et c'était de faire un système, de vrac, de gel douche et shampoing, avec toute la logistique comprise, où on allait chercher les bouteilles des hôtels, on les nettoyait, on allait les remplir à nouveau, etc. Donc, vraiment un système SaaS, donc, par abonnement pour les hôtels. Premier projet, on était 3 dessus, il y avait aucun de nous 3 que la logistique ça intéressait vraiment, et c'était un projet qui avait beaucoup de logistique, et puis il y a le Covid qui est arrivé. Mais avant ça, vraiment, on avait eu un gros intérêt, on avait rencontré, je pense aussi grâce à mon réseau de l'école Théâtre Lausanne, on avait rencontré tous les patrons de Palace de Paris, et tout le monde était super intéressé, ils nous ouvraient tous leurs portes, parce que la RSE, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans l'hôtellerie également. C'est un secteur qui est très polluant, et du coup qui est très conscient de ça. Et ensuite j'ai eu un deuxième projet qui était à peu près similaire, du vrac, mais pour les produits ménagers. En fait, t'as beaucoup d'eau dedans, et donc un système où tu mets une capsule dedans, et ça te permet de garder les mêmes contenants. Aujourd'hui, il y a un nombre de startups qui font ça, ça s'est démultiplié. Donc c'était probablement une bonne idée, mais j'étais pas très chimiste. La chimie, ça m'intéressait pas énormément, donc je suis pas allé vers ça non plus. Qu'est-ce qui t'a donné envie, parce que là t'es sur 2 projets environnementaux et Goodvest également, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers l'environnement ou vers les questions écologiques à l'époque? Je pense que c'est mes camarades du master. Ok. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient assez sensibles à ces sujets. On a eu quelques conférences là-dessus aussi, et du coup, forcément, quand on entend parler, bah tu t'intéresses au sujet, tu te renseignes et tu te dis en fait ça va pas du tout, quoi. Enfin, on va dans une très mauvaise direction, et donc notre génération, si tu crées une boîte, tu veux pas qu'elle détruise la planète, quoi, plus qu'elle est en train déjà de se détruire. Donc c'est pour ça, je pense que c'est ça le déclic. Okay. Et après t'as eu le Covid, où il y a eu encore plus pas mal de remises en question. J'étais à la campagne pendant le Covid, donc voilà, tu te rapproches de la nature. et donc ça, après, je voulais vraiment créer une boîte engagée pour l'environnement. C'était déjà le cas, mais sans vraiment m'en rendre compte avant. Et du coup, troisième projet, c'était en fait de la location de vêtements entre particuliers. Okay. Parce qu'en fait, voilà, c'est surtout le cas chez les femmes, mais les femmes, par exemple, très souvent, il y en a un certain nombre qui ne veulent pas mettre la même robe deux fois l'affilée en soirée. Et donc voilà, la location entre particuliers, ça pouvait sembler assez intéressant pour réduire un peu le fait d'acheter une robe pour une seule soirée, quoi. Et puis pareil, Covid, la question hygiène, enfin ça pouvait pas marcher. Et par contre, qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid? Les Françaises et les Français ont mis énormément d'argent de côté. Qui était sur des livrets, j'ai réalisé, en fait, donc c'était aussi mon cas, j'ai réalisé que il y avait pas vraiment de solution d'investissement simple qui permettait d'investir en accord avec ses valeurs. Et donc c'est de là que l'idée de Goodvest est créée. J'en ai parlé à un mentor du master qui m'a dit tiens, c'est une idée qui est assez intéressante. D'ailleurs, je tombais hier sur un article concernant une start-up anglaise qui fait quelque chose de similaire, et une start-up américaine. Tu devrais regarder. Et donc j'ai regardé, c'est exactement ce que je voulais faire. Et après on a pris un tournant plus environnement, parce qu'au début c'était vraiment investir en accord avec ses valeurs, donc tu pouvais investir dans l'emploi, la solidarité, les nouvelles technologies, l'environnement. Et après on a pris un gros focus climat, avec toujours la possibilité d'ajouter des thèmes si tu voulais, mais qui quand même respectaient des standards très exigeants en termes de climat.
Ok. Et toi, pendant ce temps-là, en fait, entre tes 18 ans et donc j'imagine tu avais 22, 23 ans, c'est ça à l'époque. Tu continuais à investir de l'argent. Ou tu jouais avec la bourse. J'allais dire tu jouais avec la bourse, mais non, t'avais développé aussi toi ton appétence avec l'investissement d'une manière générale. Oui, je pense, oui. En plus, ce que j'ai pas dit non plus, c'est que en parallèle de mes études, j'organisais des événements à Paris. J'organisais une trentaine d'événements et pour les étudiants. Et donc j'avais mis quand même une certaine somme de côté avec ces événements. Et donc du coup, cette somme, plutôt que la dépenser, je l'ai investie. Donc principalement en bourse, ouais. Ok. Et t'as aussi développé toi de ce fait-là, ça t'a apporté des choses, ça t'a appris des choses, cet apprentissage-là? Ah oui, clairement, parce que quand t'investis, en plus j'avais investi de moi-même, donc je choisissais moi-même les actions ou les fonds dans lesquels j'investissais. T'avais gagné combien de sous, si c'est pas indiscret? Avec l'événementiel, je pense à peu près 10 000, 20 000 euros. Ok. 20 000 euros, je pense. Et puis en plus, j'avais acheté au début de mes études à l'EHL, j'avais acheté un tout petit peu de Bitcoin. Ok. Et un tout petit peu de Bitcoin, c'est devenu rapidement beaucoup de Bitcoin. Pas beaucoup de Bitcoin, mais une somme d'argent plus conséquente. Et donc ce que je me suis retrouvé avec, je pense 30-40 000 euros à peu près. Ok. Et et c'est pareil en fait, t'as investi dans les crypto-monnaies, enfin dans le Bitcoin. C'est un truc à un moment donné qui t'a donné aussi envie d'aller creuser sur ce sujet-là? Oui, en fait, je sais plus comment, j'étais tombé sur un compte Instagram très très tôt, hein, avant qu'on en parle, bien avant la première bulle. J'étais tombé sur un compte Instagram, je crois que c'était en 2015, sur le sujet. Bon, forcément, comme tout le monde, la première fois, je me suis dit, bon, ok, ça c'est une arnaque, vas-y, laisse tomber. J'en ai plus entendu parler pendant 6 mois. Ouais. Et 6 mois après, il y a mon père qui m'en a reparlé. Et donc je me suis dit, ah oui, mais j'ai vu ce truc-là. Donc je lui ai regardé. Puis je me suis dit, bon, c'est intéressant comme concept. Je vais peut-être en acheter un petit peu. Puis après, je suis parti en vacances j'étais vacances étudiantes, donc c'est pendant 2 mois. Puis je suis revenu de vacances, je me suis dit, mince, punaise, j'aurais dû en acheter. Le truc a pris 20%, quoi. Ouais. Donc j'en avais pas acheté. Donc je me suis dit, bon, là, cette fois, je m'y mets. Ah, tu l'avais pas acheté au premier rang. Pas acheté, ouais. Et bon, ça avait un petit peu monté, mais c'était passé de 2000 à 2500, quoi. Donc rien d'incroyable non plus par rapport à ce que ça vaut aujourd'hui. Et du coup, j'ai commencé à en acheter à partir de ce moment-là, le prix entre 3000 et 11 000 dollars. Et après, j'ai arrêté d'en acheter. Qui est bon. Après, et le Bitcoin est monté jusqu'à quasiment 70 000 euros. Là, il est redescendu à 20 à peu près, c'est ça? Enfin, 20 000. J'en avais j'avais 2 Bitcoins. Mais je les ai vendus bien avant qu'ils atteignent les 60 000 euros. J'ai vendu une grosse partie juste après la première bulle. Ouais. Il était monté à 20 000, il est descendu à 17 000. Et là, j'avais vendu une grosse partie. J'en avais gardé quand même un petit peu, que j'ai gardé jusqu'à il y a quelques années avant, enfin jusqu'à il y a 1 an et demi quand j'ai créé Goodvest. Et donc voilà l'histoire de mes investissements. De tes investissements. Mais donc alors qu'est-ce qui fait que par rapport à le fait que voilà les Français investissent et tu te dises ok, en fait il manque ça, ça existe pas. C'est quoi le chemin? En fait, donc c'était vraiment cette période de Covid où il y avait en fait j'avais de l'épargne de côté j'avais cette prise de conscience et je me suis rendu compte, ok, mes investissements en fait ils matchent pas forcément mes valeurs. Par exemple, je m'en cache pas, tu vois, j'avais des actions Air France parce que je trouve que c'est une belle société, etc. et tout. C'est une belle société, mais c'est une belle. Alors, on va dire qu'il y a une belle expérience client. Okay. Mais à la fois sur le côté économique et le côté environnemental, c'est pas une très très belle société là-dessus. Oui, c'est une boîte qui fait des avions. Enfin, Voilà, donc pas très rentable et pas très écolo. Et donc je me suis posé la question, mais en fait, est-ce que j'ai une responsabilité d'une certaine manière quand même sur minime hein, sur l'impact d'Air France? Et en fait, oui, parce que indirectement tu finances cette société quand même. En tant qu'actionnaire, t'as un droit de vote, donc tu peux voter aux assemblées générales, tu peux exercer un vrai pouvoir, même si c'est microscopique parce que j'avais une toute petite part d'Air France, mais t'as une responsabilité en fait en tant qu'actionnaire. L'empreinte carbone en fait, on peut l'imputer à différentes personnes, au consommateur, à l'entreprise qui produit, bien sûr, à l'actionnaire qui possède l'entreprise ou à l'État. Parce qu'on mesure également l'empreinte carbone de la France, par exemple. Et donc, en tant qu'actionnaire,
t'as des responsabilités. Et donc je commençais à creuser un peu le sujet principalement auprès d'ONG comme Reclaim Finance, l'Oxfam, etc. Et en fait, je suis tombé sur des chiffres qui m'ont complètement fait tomber de ma chaise, où aujourd'hui on estime que l'empreinte carbone moyenne de l'épargne d'un Français, c'est 11 tonnes de CO2 par an. Alors ça parle pas forcément à tout le monde, 11 tonnes, mais en fait c'est plus que l'empreinte carbone de notre consommation annuelle, qui est estimée à 9 tonnes. Wow. Donc c'est énorme en fait. C'est l'équivalent de 10 vols aller-retour Paris-New York en avion. Donc voilà, et ça c'est pour 25 000 euros d'épargne financière, ce qui est après la moyenne de ce que les Français détiennent aujourd'hui. Donc si t'as 100 000 euros, tu multiplies par 4 quoi. Donc en fait oui, l'épargne pollue énormément. Et donc j'ai regardé un petit peu s'il y avait des solutions qui existaient sur le marché. T'avais quelques labels ISR, etc. qui se baladaient à droite à gauche. Attends, je te coupe, mais quand tu dis l'épargne pollue énormément, ça veut dire que globalement, les banques qui investissent dans les boîtes avec ton épargne investissent dans des boîtes qui polluent. Ah oui, oui, complètement. C'est ça ce que tu veux dire. Exactement. Oui, mais et aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie il y a quelques mois. Qui explique qu'il y a seulement 0,2% des fonds qui sont compatibles avec l'accord de Paris. 0,2%, donc 99,8% qui ne le sont pas. Et l'accord de Paris, je le rappelle, l'objectif, c'est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Là, aujourd'hui, on est à plus 1,1 degré. Et si on dépasse les 2 degrés, déjà, les conséquences ne sont pas jolies aujourd'hui. On a pu le voir cet été. Oui. Enfin, 2 degrés, c'est un autre monde. Et si on va chercher encore plus loin, on va dans un monde où les assureurs ne pourront plus rembourser les dommages. Enfin, c'est des énormes flux migratoires. C'est une explosion de la pauvreté. C'est un monde dans lequel on n'a pas envie de vivre, en fait. Okay. Et aujourd'hui, la finance, elle est complètement désalignée avec l'accord de Paris. Ok. Et donc, toi, tu te dis, à partir de tout ça, mais pourquoi ça n'existe pas? Voilà, exactement. Ça n'existe pas du tout dans le monde? Si, j'imagine qu'il y a des équivalents de Goodvest. Je ne savais pas que ça existait dans d'autres pays. Ok. Donc ça existe dans d'autres pays. Alors ils n'allaient pas forcément chercher l'accord de Paris, etc. Peut-être que c'est aussi quelque chose qu'on a fait parce qu'on est français et que l'accord de Paris, ça parle forcément plus en France vu que ça a été voté à Paris, vu que ça a été créé à Paris. Et donc non, ça n'existait pas en France et j'avais pas conscience que ça existait sous différentes formes à l'étranger. D'accord. Et donc tu te dis tiens, pourquoi pas tester? Pourquoi pas regarder? Exactement. Donc en fait c'est quand on crée une startup, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut la créer et moi c'est vraiment en tant qu'utilisateur en fait que je voulais la créer. Je me suis dit OK, moi je peux le faire moi, mais ça va me faire ça va me prendre énormément de temps. Ensuite, je vais pas forcément les données, savoir que telle compagnie elle pollue tant. Enfin il faut faire une vraie enquête quoi. Les labels, on pourra en reparler plus tard, répondent pas forcément aux attentes des épargnants parce que tu veux dire que les labels qui existent pour rendre vert, enfin en tout cas dire ok cette épargne là est verte, marche pas tant, c'est ça? Alors ça peut être un indicateur, mais ils ont des très très grosses limites, surtout certains d'entre eux, ou parfois c'est du greenwashing complet. Okay. Je prends un exemple, mais on peut avoir le principal label en France, c'est le label ISR, et il y a beaucoup de fonds aujourd'hui qui ont en première pondération, pour pas le nommer, le leader des énergies fossiles en France. Voilà, dans un fonds investissement socialement responsable, ça veut dire label ISR. Wow. Donc voilà, il peut y avoir quelques surprises derrière ces labels. Il faut pas s'arrêter aux labels. Et même des labels qui vont aller chercher plus loin ont quasiment toujours des limites en fait, même si certains sont beaucoup mieux que d'autres. Parce que tu veux dire que tu aurais pu très bien composer toi-même ton portefeuille de boîtes vertes, mais ça t'aurait pris un temps fou quoi. Ça m'aurait pris un temps fou. Alors déjà, si j'avais sélectionné les boîtes une par une, soit ça m'aurait pris un job full-time, parce que je voulais bien diversifier, et pas être sur seulement 2 sociétés, parce que s'il y a une des deux qui va mal, oui. tu souffres financièrement. C'est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Exactement. Et donc en fait c'est un job full time, et en fait même si c'est un job full time aujourd'hui, t'as pas forcément les bases de données. Il faut regarder les émissions de CO2, mais il faut regarder les émissions de CO2 directes et les émissions de CO2 indirectes, parce qu'elles peuvent représenter si on regarde les émissions de CO2 d'un géant pétrolier, on va pas regarder les émissions de CO2 de son extraction d'énergie fossile, on va regarder l'utilisation derrière. Et ça, c'est les émissions de CO2 indirectes. Et donc, il y a très peu de bases de données qui ont ça. Souvent, c'est des bases de données qui ne sont pas publiques, qui sont payantes, voire très chères. Et donc, pour un particulier, c'est impossible. Ok.
Donc tu te dis, let's go, on va aller creuser cette idée, c'est ça ? Exactement. On va D'accord. creuser cette idée. Le principe du master, c'était de tester avant de réaliser, parce que c'est super de développer un super produit, de passer 1 an dessus, mais si derrière il y a personne pour l'acheter ou personne pour l'utiliser, c'est pas très utile. C'est pas faux. Et du coup, on a créé une landing page, donc une page d'accueil pour recueillir les pré-inscriptions, une liste d'attente en fait, pour voir s'il y avait un intérêt derrière. Et effectivement, il y a eu un intérêt. On a eu assez rapidement 500 préinscriptions. Puis en 1 an, parce qu'il y a eu à peu près 1 an entre le début des préinscriptions et le lancement, on est monté jusqu'à 3000 préinscriptions, sans dépenser de budget marketing. Et du coup, là, on s'est dit, bon, bah, ok. Juste sur le bouche à oreille. Juste sur... Bouche à oreille, réseaux sociaux, voilà. Ok. Et un petit peu de presse aussi. D'accord. Donc cette boîte est lancée depuis 2 ans, c'est ça maintenant ? Créé depuis 2 ans et service lancé depuis 1 an. Depuis 1 an. Donc c'est quoi exactement ? Qu'est-ce que vous proposez comme service ? Alors, c'est de l'assurance vie qu'on propose. L'assurance vie, juste pour parce que tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est. C'est le principal véhicule d'épargne en France, beaucoup plus gros que le livret A, 5 fois plus gros en termes de montant, et qui est totalement liquide et qui n'a rien à voir avec le décès. Parce qu'il y a le mot vie dedans. En fait, c'est aujourd'hui une des meilleures manières de se lancer dans l'investissement parce que c'est fiscalement très intéressant, c'est liquide, il y a un assureur derrière qui apporte la sécurité et c'est géré par des courtiers, donc par exemple comme Goodvest. Et donc comment ça fonctionne pour un épargnant qui veut placer une certaine somme chez nous ? Il va sur notre site internet, il fait une simulation, il répond à quelques questions, ce qui nous permet d'apprendre à le connaître et en fonction de ses réponses, on lui propose un portefeuille d'épargne qui correspond à son projet d'investissement et à ses valeurs. Si l'épargnant le souhaite, il peut prendre rendez-vous avec un conseiller, ce qu'on recommande pour les néophytes ou pour les épargnants qui veulent creuser un peu, c'est quand même un sujet important. Donc ça vaut le coup de se poser, de prendre une demi-heure en rendez-vous avec un conseiller. Et derrière, on peut investir en quelques clics. Et du coup, une fois qu'on a son compte client, une de nos particularités, par exemple, c'est que l'épargnant peut connaître l'empreinte carbone de son épargne, les émissions économisées, la trajectoire de réchauffement climatique de son portefeuille, les exclusions, et il a une très grande transparence aujourd'hui qu'on est les seuls à proposer sur le marché. D'accord, donc tu veux dire que dans cette assurance vie, ce que cette assurance vie fait, c'est qu'en fait elle va investir l'argent dans des boîtes qui sont socialement responsables, c'est ça ? Exactement, en fait. Donc nous on a toute une méthodologie en fait. Pour nous, quand on a créé Goodvest, on s'est dit notre méthodologie, on veut qu'elle ait 2 gros principes pour éviter absolument le greenwashing, ce qui est aujourd'hui très présent dans la finance. Première chose, transparence. En fait, tu peux pas faire du greenwashing si t'es transparent, parce que le greenwashing, par définition, c'est de se vendre plus vert que ce qu'on est. Donc si t'es transparent, et donc la méthodologie est publique et simple, mais on ne vend pas quelque chose qui est faux. Ça, c'est le premier principe. Et le deuxième principe, c'est scientifique. Se baser sur des choses qui sont scientifiques, qui sont vraies. Le réchauffement climatique, c'est quelque chose de scientifique. Et derrière, si on veut une méthodologie, il faut qu'elle soit scientifique. Et donc pour ça, on a construit une vraie méthodologie en entonnoir, qui a plusieurs étages. Je vais pas les faire tous parce que sinon on se revoit demain. Ouais. Mais les principaux étages, ça va être exclusion sectorielle. On exclut entièrement les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz et d'autres secteurs peu éthiques comme le tabac, l'armement, le divertissement pour adultes, les entreprises qui violent le pacte des Nations Unies. On a un autre étage qui va être l'empreinte carbone de l'entreprise. Donc là-dessus, on étudie les émissions de CO2 de toutes les entreprises qui sont dans nos portefeuilles, à la fois directes et indirectes. Et donc là-dessus, on n'est pas des magiciens, on a noué un partenariat avec Carbone 4 Finance, donc qui est une filiale de Carbone 4, qui du coup nous fournit ces données-là, et ce qui nous permet de faire des portefeuilles qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Et après, on a d'autres étages, comme par exemple analyser la politique de vote des sociétés de gestion avec lesquelles on travaille, parce qu'en fait, on travaille avec les sociétés de gestion, on sélectionne des fonds. En France, il y a à peu près 60 000 fonds qui sont référencés. Okay. On a identifié un peu plus de 500 fonds qui semblaient répondre à nos critères. Et à la fin, dans nos allocations, donc dans nos portefeuilles, on a une trentaine de fonds qui passent tous les filtres en fait un par un. Ok. Et donc les gens qui viennent vous donner, vous confier leur argent, vous venez investir à droite à gauche, c'est ça en fonction, c'est ça que vous faites ? Voilà, on va investir. Par exemple, tu vas créer un compte, tu vas nous dire, bah moi je veux investir plutôt sur le long terme, donc pour financer un achat immobilier que je veux faire dans 8 ans. J'ai tel revenu, j'ai telle connaissance sur l'investissement et mais les thèmes dans lesquels je veux investir, donc on a un thème qui est présent par défaut qui est la transition écologique, et je veux aussi investir par exemple dans la création d'emplois, dans l'emploi et la solidarité. En fonction de ça, on va te faire un portefeuille sur mesure, on va t'expliquer un peu comment ça marche, on va tout expliquer
de manière très transparente la performance que tu peux viser, les frais, dans quel type d'entreprise tu as investi, et après derrière, tu vas investir en quelques clics. Et tu vas te retrouver investi du coup dans des centaines d'entreprises, pour que ce soit très diversifié, qui correspondent à tes valeurs et aux critères que j'ai décrits, et qui correspondent à ton profil également d'épargnant. Est-ce que tu veux prendre des risques? Est-ce que tu veux pas en prendre? Voilà. D'accord. Et c'est rentable en fait pour les gens qui viennent investir de venir mettre de l'argent chez Goodvest, parce que moi l'un des trucs que j'ai entendu c'est que forcément si tu veux aller investir dans des boîtes vertes, forcément tu vas avoir une rentabilité moindre et que c'est un peu l'une des raisons pour lesquelles les gens vont pas de façon naturelle vers ces investissements là. Alors, c'est deux réponses là-dessus. C'est une idée reçue déjà premièrement, et c'est aussi une question de conviction. Ça veut dire que tu as des périodes sur le court terme où parfois l'investissement responsable rapportera un petit peu moins. C'est le cas depuis quelques mois où en fait, qu'est-ce qui performe le plus? C'est les énergies fossiles, oui. Les matières premières où les prix explosent, et donc c'est des boîtes sur lesquelles on n'est pas investi forcément vu qu'on les exclut. Par contre, si tu regardes par exemple les 5 dernières années, on a backtesté les performances de nos portefeuilles et on faisait en moyenne 1 à 2% de plus en rendement annuel, peu importe le profil de risque. Donc pour les profils les plus prudents, au lieu de faire du 2%, on faisait plutôt du 3, 3,5%. Et pour les plus aventureux, en rendement annuel, on faisait plutôt du 10% que du 8,5%. Et ça, c'est basé sur un panier de plus de 900 fonds. Donc, qui correspondent aux nôtres en termes de répartition action-obligation. Donc, ça a créé de la performance jusqu'à présent. On est convaincu, c'est notre conviction, ça va continuer à en créer, surtout sur le long terme. Ça s'explique de plein de manières différentes. Déjà, si tu vas regarder, est-ce que tu penses que la société qui va être encore là dans 10-15 ans, c'est une boîte qui s'est adaptée au changement climatique ou non? Oui. Voilà. Donc c'est une question de conviction. Aujourd'hui, une boîte qui fait que des centrales à charbon, moi je mets pas €1 dessus. Par contre, une boîte qui c'est à fond diversifiée, qui est à fond dans les énergies renouvelables, dans le transport bas carbone, dans l'économie circulaire, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'elle devrait plutôt bien s'en sortir. Donc c'est un investissement long terme. De toute façon, l'assurance vie, on n'investit pas pour 6 mois. Si tu veux investir pour 6 mois, ok, tu peux acheter des NFT, des cryptos ou parier sur la hausse du pétrole. Mais c'est pas ce qu'on fait chez Goodvest. T'investis chez Goodvest, généralement, c'est au moins pour 2 ou 3 ans. Et généralement, c'est plutôt pour 8 ou 10 ans. C'est un investissement long terme. Et donc là, on est convaincu que ces sociétés-là vont se développer plus, elles vont plus attirer les talents, elles auront moins de risques de s'exposer à des sanctions, moins de risques de scandales, elles vont plus facilement remporter des appels d'offres dans lesquels les critères environnementaux vont être de plus en plus pris en compte. Et c'est des secteurs qui vont se développer. Les entreprises qui sont dans par exemple, je parle de mobilité, dans les vélos, dans le ferroviaire, se développent plus depuis quelques années que les compagnies aériennes, et ça devrait continuer dans ce sens-là, je pense. En tout cas, faut l'espérer. Faut l'espérer, ouais. Pour la planète et pour nos mômes. Pas la planète en fait, parce que la planète elle est bien quoi qu'il arrive. Elle va juste. La biodiversité, on peut dire. Voilà. Elle est là depuis un petit moment quoi. Ok. Et l'un des autres trucs aussi que j'ai vu là sur ton site, c'est que vous faites un gros zoom sur les frais de gestion, parce que ça fait partie de votre pack de transparence, c'est ça Exactement. La finance est très peu transparente sur plein de sujets. On l'a vu sur l'impact, les labels, etc. Mais sur les frais aussi, elle est pas plus transparente sur les frais. Si je demande dans la rue aux personnes qui ont une assurance vie, s'ils savent combien ils payent en frais, dans 90% des cas, ils vont me dire non, en fait, je sais pas. Alors que c'est quand même un gros poste de dépenses. Les plus gros frais bancaires, généralement, c'est ça, en fait. C'est pas les frais de carte bleue, c'est pas les frais de découvert, c'est généralement plutôt les frais sur les assurances vie, sur les investissements. Et il y a beaucoup de frais cachés, en fait. Juste les solutions ne sont pas transparentes là-dessus. C'est assez fréquent encore que tu ailles voir ton banquier, que tu lui dises voilà, j'ouvrais une assurance vie. Il va dire ok, les frais de l'assurance vie, ça va être 1%. Et en fait, derrière, tu ne sais pas que tu as aussi des frais sur les fonds, des frais sur les arbitrages, des rétrocessions à droite à gauche. Et en fait, ces frais-là sont pas affichés et ils peuvent doubler, tripler, quadrupler les frais que tu vas payer au final. Et donc, ce qu'on fait chez Goodvest, c'est qu'en fait, c'est visible sur notre site et c'est visible aussi quand tu fais une simulation. On va t'expliquer les 3 types de frais qu'il y a chez nous
tous les frais qu'il n'y a pas aussi, que tu peux retrouver ailleurs et qu'il faut faire attention à regarder. Et on va donner exactement, voilà, chez Goodvest, quand tu places ton argent chez Goodvest, qui gagne quoi. Et c'est complètement transparent. Il n'y a pas de rétrocession. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des frais qui sont indiqués que ça va être la société de gestion qui va gagner, mais qui en fait vont être reversés derrière au distributeur et vice versa. Et donc tu sais exactement combien tu vas payer. Donc chez Goodvest, les frais incluant les fonds, ce qui est très important, ils vont être entre 1,7 et 1,9% du montant sous gestion. Tout compris, il n'y a pas d'autres frais. Et en moyenne, sur le marché, ils sont entre 3 et 4%, parce que les frais des fonds, généralement, sont entre 2 et 3%. Et donc, c'est très important d'aller creuser. Il n'y a pas de formule magique. On a des concurrents qui disent, voilà, tu gagnes, je gagne. Il y a des frais je gagne que sur les frais de performance. En fait, non, ça n'existe pas. Il y a des frais des fonds. Ils sont là partout. Et en fait, ces frais des fonds, parfois, ils sont en part retail, donc le même fonds, il peut exister sous plusieurs formes, des formes très chères et des formes très peu chères. Nous, on sélectionne toujours la forme la moins chère sur laquelle on ne touche rien. Okay. Et du coup, c'est des parts instit en fait qui sont réservées à des très gros clients généralement, mais qui n'ont pas besoin de rétrocession. Et t'as les parts retail qui sont destinées au grand public, qu'on trouve que ça dans les banques aujourd'hui. On ne trouve pas de clean share dans les banques ou de parts instit, ça n'existe pas. Où ces fonds-là sont chargés à 2-3% du montant sous gestion par an, ce qui est énorme, et où la moitié est reversée derrière au distributeur en toute opacité. Ok. Et donc, mais comment vous faites pour gagner votre vie alors chez Goodvest ? Il y a 3 types de frais. Ouais. Ça, c'est les frais des fonds. Ouais. T'as les frais de l'assureur et t'as les frais de gestion de Goodvest. Vous gagnez de ce fait-là 2 fois moins que vos concurrents ? Du coup, on gagne 2 fois moins que nos concurrents qui sont les plus traditionnels. Okay. Comme par exemple les banques. On a aussi, on n'a pas d'agence. Ça fait économiser des frais. Ouais. On est digital. Donc on gagne pas mal de temps, il y a pas mal d'automatisation et donc sûrement qu'à la fin on marge un peu moins. Donc il y a aussi ça qui l'explique. Ok, d'accord. Et la boîte se porte bien ? La boîte se porte bien, on a lancé il y a 1 an, on a dépassé les 1500 clients et c'est le meilleur démarrage pour un contrat d'assurance vie distribué par une fintech. Donc, ah ouais, donc très content. Ah, d'accord, ok, je savais pas. Voilà, 1500 clients en 1 an, c'est pas mal pour l'assurance vie. Ok, je t'avoue, je me rends pas bien compte. Bon, bah bravo. Merci et bravo à nos clients qui nous ont fait confiance. Et comment ta relation à l'argent, toi, a évolué justement avec la création de cette boîte, avec ce projet depuis, si tu regardes 2-3 ans en arrière ? Je parle de ton argent perso, hein. Déjà la manière dont je le place. Ouais. Maintenant, je me pose vraiment la question. Tu veux dire que tu utilises ta propre solution ? Ah oui. Alors moi, j'ai all in, hein. Oui. C'est normal, hein. Oui, c'est normal. Si tu y crois pas. Après tout, tu l'as créé quand même pour ça, quoi. Exactement. Tu vois, je la connais bien, du coup. Oui. Donc, oui, moi, j'ai fait all in. Donc, mon rapport à l'argent, a beaucoup évolué, en fait a surtout évolué sur le plan de son impact. Ça veut dire que je savais déjà à peu près comment ça fonctionnait, l'investissement, avant de créer Goodvest. Forcément, pour créer Goodvest, on a dû obtenir des agréments, etc., des autorisations, et donc j'ai dû passer beaucoup de formations, mais qui étaient plus sur la fiscalité, la lutte contre le blanchiment, etc., que sur vraiment l'investissement, le conseil aussi. Et donc ma vision, elle a pas tellement changé là-dessus. Elle a plus changé sur l'impact et sur la transparence. Sur le fait qu'en fait l'argent, c'est pas juste un investissement, c'est pas juste un rendement financier. C'est aussi un rendement extra-financier. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a dégagé en termes d'impact, cet argent. Et donc je pense que c'est cette partie-là qui a changé dans ma vision de l'argent. Tu disais tout à l'heure que tu avais écouté l'épisode avec Balthazar. Le début, j'ai écouté en chemin et mes écouteurs ont perdu la batterie. Donc zut. Mais pas pu finir. Et en fait, Balthazar qui a gagné beaucoup d'argent grâce au BSPCE, et tu disais que vous avez lancé ça dans ta boîte. Donc, je vous invite à aller écouter l'épisode avec Balthazar si vous voulez en savoir plus sur le BSPCE, parce qu'on en parle pas mal. Et tu me disais que vous aviez lancé un tuto, que vous aviez fait un tuto en fait pour vos salariés. Comment dire, t'as la sensation que c'est aussi une mission en fait de la part de Goodvest d'éduquer aussi vos salariés comme ça? Oui, complètement. Alors, j'ai une de nos valeurs aussi, c'est le partage. Le partage de la création de valeur, ça c'est important pour nous. Ça j'avais l'intention de le faire depuis très longtemps, pas forcément pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, mais je pense que ça vient aussi en partie de mon père, où tous les collaborateurs de sa société sont actionnaires, et je voulais répliquer la même chose chez Goodvest.
Donc d'ailleurs ça a toujours été un de nos arguments pour les talents qui venaient chez nous. On dit ok, chez nous tu vas avoir telle rémunération, tu vas être dans une entreprise à mission qui est engagée, mais tu vas aussi être un des propriétaires de la société via des BSPCE et donc on a voulu le mettre en place dès le début. Donc chez Goodvest, tous les CDI qui arrivent se voient attribuer des BSPCE. Après libre à eux de les exercer ou non. Et après c'est vrai que c'est quand même d'ailleurs c'est pas que pour les salariés qu'on a fait le tuto, c'est aussi pour nous. Ah ouais, ok. Parce que voilà, on avait une vague connaissance de ce que c'était et du fonctionnement, mais en fait c'est important de se renseigner, de savoir ce que ça veut dire. Et donc on a fait ce tuto effectivement vendredi dernier. Et c'est quand même super important. Moi je pense que ça devrait vraiment être un critère pour les talents. Ça l'est un petit peu aujourd'hui, mais pas suffisamment. Surtout quand on écoute l'histoire de Balthazar. Ouais. En fait, ce que je dis aux talents, c'est aujourd'hui le salaire fixe, ça te permet de couvrir les dépenses du quotidien, ton loyer, ton alimentation. Ton variable, si t'en as un, ça te permet de couvrir tes vacances, des petits projets exceptionnels. Et en fait, les BSPCE, si jamais ça marche, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut être très clair là-dessus, ce qui même est rarement le cas, je pense, ça te permet d'acheter l'appart, voire l'immeuble. Donc c'est le cas pour Balthazar en fait. Hein. Bah oui. Il peut acheter un immeuble maintenant avec ses BSPCE. Il a acheté une maison en Ardèche. T'es peut-être pas encore arrivé là. Je suis pas encore arrivé là. Et je sais pas si pour lui c'était un critère de rejoindre une boîte qui proposait des BSPCE, mais ça devrait être un critère. Moi, si jamais un jour où je retourne dans le salariat, je peux pas m'imaginer de travailler pour une boîte où j'ai pas d'incentive là-dessus en fait. Et en fait c'est tellement sain pour la société et pour les entrepreneurs et pour les investisseurs d'avoir ça en place parce que ça motive et ça aligne tous les intérêts en fait. Et donc c'est fantastique, ça crée une bonne ambiance, une vraie bienveillance des collaborateurs. Je pense que il y a sûrement des études là-dessus, mais ça doit vraiment allonger la durée moyenne des salariés qui restent dans la boîte. Ça fidélise énormément. Il raconte justement comment, après avoir exercé, en fait, ils lui ont redonné une prime et alors que lui avait plutôt envie de partir, il était ça crée aussi, c'est aussi une façon comme une autre de fidéliser pour les pour les boîtes, mais aussi pour les salariés. Donc c'est vraiment quelque chose de magique. C'est Bah écoute, t'as réécouté j'écouterai la suite. Ouais. J'ai très hâte de voir ce que t'en as pensé parce que c'est vrai que c'est aussi, lui il l'a vécu aussi comme un peu un fil à la patte si tu veux, où ça finissait par tourner en rond dans sa tête, ce truc de ok en fait j'ai perdu autant, j'ai gagné autant aujourd'hui, donc en fait en fonction de la façon dont le cours avait monté ou baissé, il se levait de bonne ou de mauvaise humeur. Enfin c'est l'éducation financière derrière. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est bien quand on en parlait au tout début, il y a pas d'éducation financière en France. D'ailleurs, j'ai fait un post sur LinkedIn sur ce sujet hier, et c'est choquant, c'est dommage. On nous apprend jamais à l'école, au lycée, au collège, même en école supérieure, à gérer un budget. Voilà, on sait pas ce que c'est qu'une action, on sait pas ce que c'est qu'une obligation, on sait pas ce que c'est qu'un prêt, comment ça fonctionne. Et c'est quand même des choses basiques dont absolument tout le monde aura besoin, en fait. Et c'est essentiel aujourd'hui quand on voit le niveau d'inflation, le système des retraites, où l'éducation financière, elle est super importante. Et c'est vraiment la première, et je démarrais là-dessus mon post, la première préoccupation des Français, aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Et pourquoi c'est la première préoccupation? Je pense qu'il y a sérieusement une des raisons pour lesquelles c'est la première préoccupation, c'est parce qu'il n'y a pas d'éducation financière. En fait, c'est pas forcément que les Français gagnent moins que les pays autour. On paye un peu plus d'impôts, mais bon, c'est aussi que cet argent, voilà, il y a pas mal de personnes qui savent pas gérer un budget parce qu'on leur a pas appris. C'est magique, c'est pas magique, ça s'apprend en fait de gérer un budget. On leur a pas appris à mettre de côté et à investir correctement. Et en fait, t'as pas mal d'histoires de personnes qui racontent, voilà, que si tu mets 10 000 euros sur un livret A et tu mets 10 000 euros sur une assurance vie en unité de compte, tu regardes 30 ans plus tard, en fait, c'est du simple au quintuple. Et ça règle le problème de pouvoir d'achat, en fait.
Donc il y a un problème d'éducation financière là-dessus. Mais il faut être aussi capable de, comme tu dis, de l'éducation financière, il faut être aussi capable de se dire, bon, bah, en fait, c'est un investissement long terme, il faut prendre le temps, quoi. C'est pas magique, en fait, c'est de l'habitude. C'est pour ça que je dis que j'encourage les personnes, nos clients, à prendre un rendez-vous avec un conseiller. C'est pour choper les bons réflexes et gagner beaucoup de temps, en fait. Et c'est pour ça qu'on encourage les personnes aussi, les jeunes, à le faire dès le plus jeune âge, en fait. On peut se dire, là, investir 300 €, c'est inutile, ça sert à rien, parce qu'en fait, même si je gagne 10%, je vais gagner 30 €, ça va pas changer ma vie, en fait. Mais en fait, si, parce que tu vas prendre les bons réflexes, et c'est de l'apprentissage, et c'est mieux de le faire à 18 ans qu'à 40 ans. J'entends tout à fait. Il y a une question que j'aimerais bien te poser, qui fait partie qui est une nouvelle question que je pose, dans un bouquin, dans le bouquin de William Reggio qui s'appelle Trouver sa raison d'être. En fait, tous les jours, il pose une question pour trouver sa raison d'être, tu vois. Et il y a une question en rapport à l'argent que je trouve marrante. Pour quelle chose est-ce que je dépense mon argent de façon déraisonnable, selon moi, mais totalement satisfaisante, et pourquoi? Alors, je pense que c'est les restaurants. Ok. Ouais, je pense que c'est les restaurants. Parce qu'en plus, et je dirais même pas de manière totalement satisfaisante, parce que j'y vais principalement aussi pour faire plaisir à mes amis, voilà, et vie privée, etc. Et en fait, j'y prends pas un plaisir de dingue, ça me fait plaisir, et en fait, ça coûte quand même cher, quoi. Surtout qu'ils aiment bien les bons restaurants. Ouais. Donc, et toi, t'apprécies pas, tu trouves à sa juste valeur la bonne bouffe, c'est ça? Alors, en fait, si, j'aime beaucoup, mais pas à cette fréquence. Ça veut dire que je considère justement que ça me plaît pas de faire des bons restos plusieurs fois par mois, quoi. Enfin, je pense. Mais donc c'est pas totalement satisfaisant. C'est pas totalement satisfaisant, effectivement. Alors, du coup, pour répondre bien à la question, du coup, je pense que il y a pas de réponse à cette question, parce que si c'est satisfaisant, c'est pas vraiment déraisonnable, en fait. Ah, ok. Ça serait pas satisfaisant si c'était déraisonnable, je pense. Ok. Vu que j'ai une bonne conscience de mon budget, je me disais, ok, je me suis fait plaisir, mais c'était pas raisonnable, et donc je suis pas entièrement satisfait, quoi. Je comprends. Et donc t'as un peu ce rapport-là avec le resto, tu trouves? Où voilà. Ça coûte de l'argent, mais en fait c'est pas le rapport. C'est ça. Je me dis par rapport à si je prends le pourcentage dans mon budget mensuel de cette partie resto, mais c'est aussi resto boisson, quoi. C'est aussi voilà, les bars, les sorties, etc. Et je me dis, en fait, ça devrait pas représenter cette part de mon budget, quoi, parce que c'est pas si utile que ça, quoi, et tu peux te faire plaisir de manière plus simple. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler? Je sèche. Oh, mais tu peux. Hein. Je pense qu'on a pas mal. J'aime bien finir pas mal discuté. Ouais. Là, peut-être qu'on pourrait un petit peu plus parler de la répartition homme-femme de la gestion du budget, des investissements. Et je trouve que c'est pas normal. Et moi, j'étais très surpris de ça quand on a créé Goodvest. On s'en est pas rendu compte tout de suite qu'on avait une aussi grosse partie de clientèle homme. On s'est dit, mais c'est pas possible, quoi. Comment est-ce qu'on a... Au début, je crois qu'on avait 85% d'hommes. On s'est dit que c'est pas possible qu'il y ait une aussi grosse différence. Pourquoi est-ce que... Alors qu'en plus, on s'était dit que l'investissement responsable, l'environnement, la solidarité, on s'est dit peut-être que ça va intéresser un petit peu plus les femmes. Et au final, pas si mal que ça, puisque vous êtes à 70-30 aujourd'hui, donc vous avez un peu rééquilibré. Oui, alors je pense aussi qu'il y a aussi que les femmes sont plus prudentes dans le sens où elles prennent plus leur temps. Okay. Ça peut être plus réfléchi, en fait. Okay. Je pense que c'est peut-être un peu moins spontané, et donc c'est peut-être pour ça que ça s'est rééquilibré. Peut-être qu'on avait beaucoup de femmes qui nous suivaient dès le début, mais qu'elles ont pris juste un peu plus de temps pour se poser, et c'est pas une mauvaise chose, et pour se décider d'investir. Et après, on a aussi fait des choses pour essayer de compenser cette répartition. On a fait un gros webinaire il y a maintenant presque un an qui s'appelait Elles investissent. On a invité plein d'acteurs. On avait plus de 500 inscrits sur le webinaire, donc on était très contents. Et donc depuis, il y a peut-être des choses qui ont fait qu'on a équilibré un peu plus. Aujourd'hui, on a aussi une superbe parité dans l'équipe. On est à 50-50, alors qu'on a quand même un tiers de l'équipe qui est tech. Ah ouais. Ouais, et on a de la parité dans l'équipe tech.
Donc pas mal. On est assez content de ça, et ça s'est fait à peu près par hasard, hein. On n'a pas forcé, c'était pas un critère de recrutement du tout. Et donc d'ailleurs dans l'équipe communication il y a plus de femmes. C'est un secteur de toute façon il y a plus de femmes. Oui, c'est un et classique. du coup elles incarnent aussi plus l'image de Goodvest, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, vu que dans l'équipe communication on a plus de femmes, mais elles sont plus souvent en train de faire des stories ou des reels, etc. Et du coup peut-être que ça féminise un peu l'audience parce que la représentation est hyper importante. Ça joue, quoi. Ouais, bien sûr, elle est hyper donc importante. là on est à 70-30. Alors, on n'est pas encore à 50-50, hein, mais j'espère qu'un jour on le sera. Ouais, mais en fait, le simple fait d'avoir envie de le faire, à mon avis, c'est déjà un bon. Ça joue, je pense que ça joue. C'est un bon signal, quoi. Merci beaucoup, Joseph. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Fabrice. Moi aussi, j'ai adoré cette discussion. Donc, c'était tout. Merci beaucoup. Je suis très content. Ça roule à plus. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com. Tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. Voilà, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.